Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je ne vais pas vous présenter Bouygues Telecom. J'espère que dans la salle, il y a des clients heureux de l'opérateur. Je vais juste faire une petite introduction en présentant c'est quoi la data chez Bouygues Telecom. Donc la data chez Bouygues Telecom, c'est plus de 200 collaborateurs qui sont dédiés à la data. On est en tout 9000 collaborateurs, donc il y a plus de 200 qui sont dédiés à la data. Il y a une trentaine de data scientists, il y a 140 data ingénieurs et environ 80 data analystes métiers. Et globalement, la data est présente, est utilisée en tout cas par la majorité des métiers de l'entreprise, informatique, réseau, je ne vais pas tous les citer. Et on a vu ces dernières années une forte croissance du nombre de clients métiers de la donnée. On traite environ plus de 250 use cases, ou cas d'utilisation, pardon, c'est un anglicisme par an, et dont une part de plus en plus importante en intelligence artificielle. Et on a eu le besoin, et ça j'en reparlerai un tout petit peu plus tard, donc, de mettre en place une gouvernance transverse pour animer la filière data et synchroniser un petit peu tout le monde. Comment on considère chez Bouygues Telecom le patrimoine de données Bouygues Telecom? En fait, j'appuie sur le bouton. Voilà. Donc, on a un certain nombre de systèmes techniques donc, qui participent à la chaîne opérationnelle du métier de Bouygues Telecom. Donc, on a les systèmes de facturation, billing, les systèmes réseau, les systèmes de CRM. Tous ces systèmes-là manipulent un certain nombre de données, en possèdent et en produisent. Et donc, ça, c'est les données dont ils ont besoin pour accomplir leur mission opérationnelle. Et on se dit que parmi toutes les données que possèdent ces différents systèmes, il y en a une partie dont on va avoir besoin et qui vont être amenées à être partagées avec d'autres par différents métiers. Et ces données de partage, on va venir les stocker dans ce qu'on a appelé une data marketplace, donc qui est constituée d'un data lake et d'un data warehouse. Et on a mis un certain nombre de règles par rapport au partage de ces données. Donc déjà, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas mettre des données qui ne possèdent pas un cas d'utilisation précis. Donc l'idée, c'est que notre lac de données ne devienne pas un marécage. Et on essaye de faire en sorte que l'alimentation soit contrôlée, dictionnarisée, et on reviendra là-dessus, et enrichie. Et enfin, on a mis en place une gouvernance des données transverses de manière à contrôler, vérifier que les données sont utilisées dans un cadre réglementaire autorisé, donc sont conformes, et de manière aussi également à savoir qui utilise la donnée et pourquoi. Et donc, dans l'idée, cette data marketplace, elle gère, mais également elle produit d'autres données issues du croisement de données de métiers unitaires et dans un objectif donc, de création de valeur. Au milieu de l'année dernière, on a lancé un projet qu'on a appelé donc, dictionnarisation de cette data marketplace. Et il y avait deux objectifs à ce projet. Donc c'était d'une part, et c'était l'objectif principal, c'était identifier, décrire et maîtriser notre patrimoine de données donc, de la data marketplace. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que autant on connaissait très très bien les tables qu'on avait, le modèle physique des tables. Donc on savait que dans la table CLI 353, il y avait 24 colonnes. Mais par contre, la définition fonctionnelle des données était relativement hétérogène. Donc l'idée globale, c'était d'uniformiser ce qu'on pourrait appeler les métadatas de notre data marketplace pour savoir exactement et de manière uniforme telle table, c'est la table des clients, la première colonne, c'est la table des noms, des prénoms, les adresses, etc. Et comment sont renseignées ces adresses, qu'est-ce qu'il y a exactement dans une adresse. Donc il y avait un but à la fois d'uniformiser les descriptions
qui, comme je le disais, était hétérogène, et puis de faire en sorte donc d'avoir quelque chose de globalement uniforme. Et le deuxième step et le deuxième objectif qu'on avait par rapport à cette dictionnarisation, c'était donc de permettre le partage et l'utilisation du patrimoine par tous les métiers pour créer de la valeur. Et donc là, on s'est également attaché à essayer d'avoir un vocabulaire commun, puisque chaque métier possède son set de données, son propre vocabulaire, et quand il a une donnée qui pourrait intéresser un autre métier, autant se mettre d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc, comment on voit la gestion du patrimoine de données? Donc, on a notre data marketplace, et donc ce qu'on avait envisagé de faire dans le projet de dictionnarisation, donc c'était d'une part de créer ce qu'on a appelé un dictionnaire, donc qui essentiellement décrit le modèle physique, donc décrit notable les différentes colonnes qu'il y a, de le faire compléter par ce qu'on a appelé un glossaire d'objets métiers. Donc là, c'est la description fonctionnelle et métier des informations qui sont dans les différentes tables, avec évidemment la correspondance entre les clients ou l'adresse du client ou le nom du client, il est dans telle et telle table, et donc avec le mapping entre le dictionnaire et le glossaire. Et ensuite, pour les objectifs de partage, on s'était dit ça serait bien de créer ce qu'on a appelé un modèle d'information, donc la carte globale des données, un peu comme la carte routière de France. Donc j'ai toutes mes villes qui sont les données, j'ai les liens entre ces... Et donc pour qu'on ait une idée un petit peu de l'envergure du périmètre de données, et donc également de permettre l'exploration des données par les métiers. Donc initialement, on s'était dit, on va faire un petit appel d'offres et on va essayer de trouver un outil qui fait tout ça. Donc il y avait donc les deux objectifs, l'un de gouvernance et l'autre donc plus de découverte du patrimoine de données. Et c'est là qu'on a rencontré donc la société, j'ai le droit de citer le nom, la société Perfect Memory, donc qui nous a parlé de sémantique. Alors au début, on n'a pas tout compris ce qu'il nous racontait, parce qu'il nous parlait d'ontologie, de modèles de connaissances. Mais comme on était tenace, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on comprenne. Et là, on s'est dit, tiens, ça pourrait être une utilisation tout à fait pertinente, justement, pour à la fois répondre à l'objectif d'exploration métier. Et donc, on en est arrivé à se dire, on a d'un côté un outil qui va nous servir à la gouvernance, et de l'autre côté, un outil qui va nous servir plus à l'exploration métier. Donc, la partie gouvernance, dictionnaire et glossaire, donc, on le voit plus comme le Wikipédia de la donnée transverse. Donc, on tape un mot, client ou adresse client. Donc, on a dans le glossaire, qu'est-ce qu'on entend par l'adresse, exactement les différents champs. Et puis, dans le dictionnaire, partout, dans toutes les tables et tous les champs qui implémentent cette adresse. Et sur la partie excusez-moi, plateforme web sémantique, donc, alors, je ne suis pas le mieux placé pour vous expliquer comment fonctionne une plateforme web sémantique, donc les gens spécialisés le feront beaucoup mieux que moi. Mais l'idée générale, pour vous donner une idée et comment on a compris la chose, je pense que tout le monde parmi vous a au moins été une fois sur Amazon pour acheter quelque chose. Et donc, typiquement, si par exemple vous tapez sur Amazon disque dur, automatiquement, sur la gauche, en haut, il va y avoir un certain nombre de filtres qui vont apparaître. Donc, ils vont vous demander est-ce que vous voulez un disque plutôt mécanique, plutôt SSD, la capacité mémoire, etc. Et si vous tapez machine à laver, contextuellement, vous allez avoir apparaître sur la gauche les petits filtres, nombre de programmes, vitesse de l'essorage, etc. Je ne suis pas spécialiste en machine à laver. L'idée de cette plateforme, c'est un peu la même chose. C'est, je dirais, ce qu'on a appelé le Amazon de la donnée transverse.
c'est que ça permet, en fait, en fonction du métier qui va utiliser la plateforme, donc de personnaliser la navigation dans les données en fonction de son intérêt métier, avec un certain nombre de filtres qui pourront être soit réalisés par rapport à l'intérêt du métier, soit prédéfinis. La problématique de tout ça, c'est que si on veut être capable de faire tout ça, donc il n'y a rien qui est magique. Donc ça s'appuie forcément sur une modélisation assez précise des différentes informations. Donc cette modélisation s'appelle dans le jargon sémantique une ontologie. Donc en gros, il s'agit de faire un modèle de données avec des données parfaitement décrites fonctionnellement et des liens entre les données qui sont eux également porteurs de sens. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on peut découvrir et explorer le patrimoine des différentes données, pouvoir faire des recherches et des tris et des croisements de données assez poussés. Et le gros avantage, c'est qu'on peut le faire, si le modèle a été bien fait, en langage naturel. Donc, je peux faire des requêtes du genre donne-moi le volume de clients dans une zone géographique donnée qui ont un téléphone compatible avec la 5G, qui sont sous une couverture 5G à leur domicile, mais qui n'ont pas d'offre 5G. Et je peux même aller plus loin, je peux dire, parmi ces clients, donne-moi ceux qui ont donné un consentement pour être démarchés par une campagne marketing. Et tout ça, je peux le faire en langage naturel. Ce qui nous a plu également dans la technologie, c'est que le modèle il était globalement extrêmement évolutif. Et autre chose, c'est que c'est un outil complémentaire qui vient en plus et qui n'est absolument pas intrusif avec l'existant et donc qui ne va pas venir impacter la manière de travailler des gens qui travaillent déjà très bien sans ça. Alors, comment on s'y est pris pour faire ça, puisque donc, la rencontre avec Perfect Memory nous a dit tiens, c'est quelque chose qui pourrait nous être utile. Et donc, c'était clairement un projet d'innovation. Et donc une démarche apprenante, puisque au départ, on voulait d'abord, dans un premier temps, comprendre cette technologie. Qu'est-ce que c'était exactement? Quel est son champ d'application? Comment ça marche? Les prérequis, les avantages et les inconvénients. Alors, la société en question avait surtout des exemples dans le domaine des médias et on n'avait pas de cas d'utilisation dans le domaine des télécoms. Donc, on est parti en formation, ils nous ont montré comment ça marchait. On a compris qu'un des grands prérequis, c'était de savoir modéliser, puisque la performance des recherches et de ce qu'on va faire va dépendre de la qualité du modèle. Le problème, c'est que les ressources de gens qui savent modéliser aujourd'hui, elles sont extrêmement rares. Ensuite, on avait un autre prérequis, nous, c'était qu'on voulait être autonome avec ça. Donc on voulait utiliser la technologie, mais après être capable d'être autonome. Et on voulait une forme de transfert de technologie avec un support de Perfect Memory. Et on savait que d'autres sociétés qui proposaient ce genre de technologie considèrent que la modélisation des données, c'était quelque chose de trop important pour être confié aux clients, et donc ils le faisaient eux-mêmes. Mais ça n'était pas le cas de Perfect Memory. Ensuite, donc j'ai appelé ça « avoir envie ». Comme c'est un projet d'innovation, on s'est dit, si nous-mêmes, on n'est pas convaincus de l'intérêt de la chose, ça ne sert à rien qu'on a essayé de convaincre d'autres gens, et en particulier des gens des métiers, que cette technologie a de l'intérêt. On avait un de nos anciens patrons qui disait, quand quelqu'un vient de proposer quelque chose de nouveau, certes, je regarde la pertinence de la chose, mais je regarde surtout s'il porte le projet dans ses tripes. Donc nous, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on a envie de porter ça, et est-ce que l'intérêt qu'on va présenter va contrebalancer les freins de résistance au changement?
Et donc, une des premières choses qu'on a faites, c'était identifier les cas potentiels d'utilisation applicables au monde télécom, parce qu'on n'avait pas de référence sur dire comment on peut appliquer ce genre de technologie. On sait que ça fonctionnait dans les médias, on sait que ça fonctionne pour les services de renseignement, mais dans le monde des télécoms, on a commencé par construire un certain nombre de use cases. Donc, celui que je vous ai présenté, on avait d'autres use cases. Par exemple, donne-moi, dans une zone géographique donnée ou sur l'ensemble de la France, des gens qui ont une note QoE, donc qui n'ont pas une qualité de réception correcte, enfin, ou pas très bonne de leur accès fixe. Donne-moi le nombre de foyers qui sont concernés par ça, donc, et qui sont dans une zone éligible à la fibre, et dont aucun des membres du foyer n'a souscrit une offre fibre. Parce que si on s'attache aux individus, après, il y a la notion de foyer. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait, on a identifié un certain nombre de cas d'utilisation, plutôt des cas d'utilisation d'école, donc juste pour montrer ce qu'on était capable de faire avec la technologie. Et on a réalisé donc un démonstrateur et on a créé donc ce fameux modèle de connaissance. Donc on s'est dit, voilà, on voulait voir si c'était compliqué ou pas. On a la chance chez Bouygues Telecom d'avoir modélisé nos données quand on avait fait notre phase d'urbanisation du système d'information. Donc on avait travaillé en UML. Donc nous passer en modèle graphe ontologique, ça n'a pas été super compliqué. Et en plus, on a eu l'assistance de Perfect Memory. Et du coup, on a réussi à se convaincre que cette technologie valait la peine d'être poussée chez Bouygues Telecom. Et enfin, donc, la deuxième chose, c'était ce qu'on a appelé donner envie. Donc, c'était de dire, on va aller voir les métiers pour leur proposer cette technologie. Au début, on a fait faute route parce qu'on a été voir les gens qui avaient l'habitude de travailler la donnée, et donc qui utilisaient des outils extrêmement poussés, qui étaient spécialistes du SQL. Et si on regarde un petit peu cette technologie, on peut la comparer un petit peu comme du SQL en langage naturel ou le low-code de la data. Donc, je ne sais pas si vous avez essayé d'aller voir un développeur et lui parler de low-code. Généralement, dans le meilleur des cas, il vous dit « Écoute, t'es gentil, mais moi, du low-code, je n'ai pas besoin d'en faire parce que moi, je fais du vrai code. » Donc, voilà. Donc, on s'est dit donc c'est pas forcément la bonne cible pour ça, même s'ils étaient très polis et très intéressés. Et donc, on a été plutôt voir les gens qui, eux, les métiers qui avaient envie de se servir de la data, mais qui n'avaient pas les moyens de se payer des data scientists, ou quand ils voulaient travailler la donnée, étaient obligés de faire une expression de besoin à des gens qui savaient la travailler, et cette expression de besoin était traduite en requête, etc. Ils avaient le résultat, après ils voulaient l'affiner, ils recommençaient une expression de besoin, etc. Et donc, ils n'étaient pas super contents de ce cycle-là. Et donc, à ces gens-là, quand on leur a montré cette technologie, eux, par contre, ils ont été extrêmement intéressés. Et donc, on en est là à la phase de mise en œuvre, puisqu'on a trouvé des clients qui acceptent de tenter l'aventure et de mettre en œuvre la technologie. Et donc, j'arrive à la fin du temps. Donc, si je fais un petit bilan de cette expérimentation, puisque donc, ça fait maintenant 8-9 mois qu'on a commencé cette mise en œuvre. Donc, nous, on pense et on est globalement convaincus que c'est une technologie d'avenir et que je pense que d'ici quelques années, je ne sais pas les quantifier, ça sera une évidence pour tout le monde d'utiliser ce genre de technologie. On a trouvé des premiers clients. Donc, comme je disais, ce n'étaient pas ceux à qui on pensait initialement, mais néanmoins, il y en a. Et ce que je peux dire aussi, c'est que donc, il y a un certain nombre de certitudes qui sont remises en question. Donc ça, c'est plus une question que je pose, parce qu'en fait, il y a une espèce de dogme qui dit travailler la data, c'est une affaire de spécialistes. Donc si on ne connaît pas SQL, si on ne connaît pas la data science, si on ne connaît pas un certain nombre de choses, ça ne sert à rien de rentrer dans le métier de la data parce que c'est compliqué.
Et ce genre d'outil, finalement, ça permet plus donc d'aller démocratiser quelque part l'usage de la data, donc pour des métiers où on ne va pas leur mettre en avant de la technologie, mais on va plus leur mettre en avant travailler avec les mots de votre métier, etc. Et on pense que c'est quelque chose qui va être extrêmement profitable. Et en tout cas, on pense que ça va, en démocratisant cette possibilité d'explorer les données et de les croiser par des métiers sans avoir un background technologique profond, va permettre justement d'augmenter les possibilités et l'efficacité globale. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, on peut vous applaudir pour ce témoignage. Et y a-t-il des questions dans la salle sur ce projet ? Si on peut allumer la salle pour voir. Quelqu'un qui court en régie pour allumer la salle. Franchement, n'hésitez pas, c'est le moment. Hop. Moi, j'ai une petite question pour vous, s'il n'y en a pas. Il se trouve que je connais un peu cette techno et cette boîte. On peut aussi aller taper dans des documents qui sont absolument pas structurés, ou des PDF, des Word, des articles, des choses comme ça. Est-ce que c'est des cas d'usage que vous avez en interne? Est-ce que vous réfléchissez à ce genre de choses? Alors, ce qu'on a fait, par contre, que je n'ai pas cité, c'est qu'on est allé taper dans des bases de données, enfin dans des bases de données externes, pour aller enrichir, par exemple, les informations géographiques. Donc, on a récupéré des photos de villes, on a récupéré des informations sur les villes qui étaient dans les bases de données de l'open data sur la population des villes, etc. Donc, en fait, ce n'est pas tellement la donnée qui est importante. Donc, on peut mettre de la vidéo, de la donnée non structurée. C'est la manière dont on va la décrire. C'est la métadonnée qu'on va associer à cette donnée qui va nous permettre justement de la travailler. Et donc, d'autres applications donc, mises en œuvre par Perfect Memory elles travaillent directement sur des vidéos. Ils sont capables de vous dire, par exemple, donne-moi une vidéo où Boris Johnson est en train de parler devant un camion. Et est-ce que vous pourriez utiliser ça, par exemple, pour de la formation ou des techniciens que vous envoyez sur place pour retrouver exactement ce qu'il faut comme information à l'intérieur? Ça peut être un usage aussi du sémantique? Oh, je pense, oui. Parce que là, dans les métiers qui ont accepté de participer à une première réalisation, on a des métiers extrêmement variés. Donc, on a des gens qui font du marketing, des gens de la RH, éventuellement des gens de la télé aussi, donc qui eux gèrent du multimédia. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, bah voyez, une question. Les questions appellent les questions. N'hésitez pas à vous présenter. Merci. Oui, bonjour, donc Fabrice Descamps du Crédit Agricole. J'avais une question sur la façon dont le modèle a été établi, sur les informations que vous avez utilisées. Est-ce que vous êtes basé sur l'organisation de l'entreprise, les processus existants, les métiers, les activités des métiers, des choses extérieures à votre façon de fonctionner pour définir ce modèle? Vous parlez du modèle d'information qu'on a construit Tout à fait. Non, là, on s'est vraiment basé sur les informations dont on disposait. C'est-à-dire qu'on a dit un client possède une offre est constituée de ça, ça porte sur un terminal, le terminal a certaines caractéristiques particulières compatibles 5G, après on a modélisé les lieux, les adresses, le client habite à tel endroit, cette zone est desservie ou pas est couverte par la 5G, la fibre, etc. Et donc on a on a fait une espèce de mapping général des différentes informations qu'on avait, et comment elles étaient reliées, et comment on pouvait les croiser, et quel était le chemin qu'il fallait prendre pour les atteindre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Vous êtes donc parti de votre système d'information, de sa modélisation, et vous avez mis ensuite une couche sémantique
pour effectivement Voilà, donner du sens à votre système d'information. Oui, en fait, on a déjà établi nos différents objets, on les a reliés, et après, en fonction des métiers, on peut tirer des liens qui sont propres au métier, mais et qui, eux, dépendent de l'intérêt du métier. Typiquement, le marketing mobile, il est intéressé plus par la couverture. Donc là, on n'a pas changé notre modèle d'information. En revanche, on a créé des nouveaux liens qui permettaient d'aller directement, de croiser les infos. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci, on peut vous applaudir. Et puis s'il y a d'autres questions, peut-être que vous accepterez de les prendre après cet exposé. Merci beaucoup.